Desde Laval, en el área metropolitana de Montreal, me gustaría desearles a todas y todos un buen día. Mi presentación está en francés, sin embargo, les invito a aprovecharse del servicio de interpretación. Gracias. Bien que d'abord strictement économiques, les effets de la mondialisation ont rapidement touché les milieux éducatifs, particulièrement en formation professionnelle et technique et en enseignement supérieur. En créant des zones de libre-échange et en délocalisant les activités de production, on a aussi contribué à créer des espaces de mobilité professionnelle et étudiante. Depuis une vingtaine d'années, la pression internationale sur nos systèmes éducatifs a entraîné de grandes réformes fondées sur l'approche par compétences pour assurer la compétitivité de nos systèmes. Nous avons d'abord assisté au déploiement à vaste échelle de l'approche par compétences en formation professionnelle et technique pour fournir une main-d'œuvre qualifiée au marché de l'emploi. Cette approche offre de nombreux avantages, dont celui d'arrimer la formation aux besoins concrets des employeurs. Ensuite, dans une perspective de compétitivité et d'efficacité éducative, nous avons déployé des mécanismes d'assurance de la qualité. Ces mécanismes s'inscrivent dans un processus cyclique d'amélioration continue de la formation et, dans certains cas, sont liés à la certification ou à l'homologation d'établissements ou de programmes d'études. Ces deux phénomènes ont entraîné une véritable révolution dans l'évaluation des apprentissages qui appelle à revoir notre conception, nos valeurs et nos pratiques évaluatives. Si vous le voulez bien, entendons-nous sur ce qu'est une compétence et, par extension, ce qu'est être compétent. J'aimerais attirer votre attention sur certains éléments qui sont intimement liés au concept de compétence et qui ont une influence directe sur les modes d'évaluation des apprentissages. Une compétence est d'abord un savoir-agir. C'est donc dans l'action qu'une compétence se réalise et non uniquement par un savoir. Nous pourrions décrire la compétence comme une séquence d'actions où se conjuguent de nombreux savoir-faire. C'est aussi un savoir-agir contextualisé. Ce contexte peut prendre la forme d'une situation problème, d'un problème, d'une tâche problème, d'une tâche professionnelle, mais peu importe ce contexte, il doit toujours être complexe. La complexité vient d'une situation inédite où il n'est pas possible de faire une application isolée d'un savoir-agir et qui appartient à une famille de situations. Avec une situation complexe et inédite, on évite les tâches répétitives et prévisibles. La personne compétente devra s'adapter aux nuances de chaque situation et pourra parfois la résoudre avec originalité. La troisième caractéristique est que la compétence repose sur la mobilisation de ressources. Il existe deux types de ressources. Des ressources internes, qui sont celles qui ont été enseignées et par conséquent apprises, qui regroupent un ensemble de connaissances, d'expériences, d'habiletés, d'intérêts, d'attitudes, etc. C'est ce qui différencie chaque personne d'une autre, qui possède son propre bagage de savoir, de savoir-faire, de savoir-être et de savoir stratégique. La compétence repose sur l'utilisation, la mobilisation de ces types de savoirs, mais elle n'est pas ces savoirs. Quant aux ressources externes, elles peuvent être physiques, des documents, des outils, des équipements, les lieux, etc., humaines, des collègues, des experts, des superviseurs, ou temporelles. Plus le niveau de formation sera élevé, plus la mobilisation demandera de l'autonomie et de la créativité. Enfin, la compétence est liée au concept d'efficacité. Elle se manifeste dans une performance qui est réussie, efficace et efficiente en fonction du besoin et de la spécificité de la tâche, ce qui peut vouloir dire, dans certains contextes particuliers, à temps et au bon moment. L'efficacité d'une performance peut être influencée par une série de problèmes ponctuels, la fatigue, des problèmes affectifs ou la maladie, et cela ne veut pas dire qu'une personne aux prises avec ces problèmes ne serait pas compétente. De là l'importance de multiplier les situations pour permettre d'exprimer sa compétence à différents moments, dans divers contextes et situations. En résumé, observons la situation de cette technicienne qui est en train de caractériser des minéraux. Pourquoi est-elle compétente?
D'abord, elle a à sa disposition une série de ressources internes et externes suffisantes. Elle possède des savoirs, mais elle ne connaît pas tout. Elle connaît les étapes et les procédures dans son domaine, mais pas dans tous les domaines. Elle est minutieuse. Elle a aussi à sa disposition de la documentation, des équipements et des outils. Elle se trouve dans une situation complexe qui présente un contexte inédit, un nouvel extrait minéral à identifier. Pour être compétente, elle mobilise les ressources dont elle a besoin et fait preuve d'efficacité en réalisant sa caractérisation dans un délai acceptable et en évitant les essais et erreurs aléatoires. Revenons au cœur de l'exposé. Comment évalue-t-on une compétence? Comparons deux types d'évaluation, l'évaluation dite traditionnelle et l'évaluation par compétence. L'évaluation traditionnelle, c'est le type d'évaluation que nous connaissons tous, car c'est le principal type auquel nous avons été confrontés au cours de nos études, sous la forme d'un examen avec des questions à choix multiples, à réponse courte ou à développement. Ce type propose des questions décontextualisées, comme des équations de physique ou de chimie. L'évaluation traditionnelle a une visée normative, où les élèves sont répartis selon une fonction gaussienne, avec très peu d'élèves qui réussissent presque parfaitement, beaucoup d'élèves moyens et très peu d'élèves qui échouent lamentablement. Une évaluation traditionnelle met peu l'accent sur la démarche et insiste sur la réponse, unique. Les seuils sont exprimés sous la forme d'une note précise, 12,4 sur 20, 73%, 42,6 sur 50. Tous les élèves sont soumis à la même épreuve et au même problème. Il n'y a qu'une seule prise de mesure. Tel jour à telle heure, tous les étudiants passent le même examen. Enfin, les élèves ne peuvent pas utiliser de documentation ou d'outils, même si avec un peu de générosité on pourrait leur autoriser la calculatrice ou le dictionnaire. Inversement, l'évaluation par compétences présente les caractéristiques opposées. L'évaluation des compétences est contextualisée. En fait, on demande le plus souvent aux élèves de réaliser une tâche pour vrai. Elle n'a pas de visée normative, car elle vise une description de la performance d'un élève. Plusieurs bonnes réponses sont possibles, plusieurs résultats, plusieurs bonnes démarches. Les seuils sont exprimés sous la forme d'une échelle, excellent, très bien, bien, ou A+, A, A-, B+, B, B-, ou encore réussite ou échec. Les élèves peuvent être confrontés à des situations variées, par exemple lors d'un projet. Contrairement à l'examen traditionnel, il y aura plusieurs prises de mesure pour éviter l'effet du hasard ou attester la constance dans la compétence. Enfin, les élèves sont invités à mobiliser toutes les ressources dont ils ont besoin, y compris les ressources documentaires, matérielles ou humaines. Évidemment, évaluer une compétence qui repose sur un savoir-agir pose plusieurs défis. Étant donné sa complexité, il importe de porter attention à trois perspectives: le produit, le processus et le propos. Ceci appelle plusieurs prises de mesure. Le produit est le résultat tangible qui témoigne de la compétence. C'est ce sur quoi l'évaluation traditionnelle porte souvent son attention. Selon la compétence, il peut prendre plusieurs formes: un rapport, un montage, une performance, une procédure, un plan. Le savoir-agir ne saurait se limiter au produit, puisqu'il se révèle dans l'action. C'est pourquoi le processus évalue la démarche, les étapes, les essais et les erreurs, enfin la manière dont l'élève s'y est pris pour développer sa compétence. Il faut documenter ce processus pour en évaluer les traces. Ça peut prendre la forme d'un cahier de laboratoire, un portfolio, un cahier de croquis, un journal de bord. Enfin, le propos capte les caractéristiques métacognitives de l'élève. Il correspond à ce que l'élève a à dire de sa compétence. Le propos peut être communiqué à l'écrit ou à l'oral et permet de confirmer que le résultat n'est pas le fruit du hasard. Il demande une introspection à l'élève qui peut être exprimée dans un exposé, un journal personnel, une auto-évaluation ou une entrevue dans laquelle il justifie ses choix et ses résultats.
Pour évaluer correctement une compétence, il convient donc d'apprécier le développement de la compétence à divers moments et à partir de perspectives variées. Par exemple, évaluer parfois le produit et le propos, ou le processus et le produit, de façon à ce que l'élève puisse exprimer sa compétence dans différents contextes. Il est tout à fait possible de considérer une évaluation continue sur une plus ou moins longue période. Il est possible notamment, pour évaluer le processus dans le cadre d'un projet, de prendre des mesures à divers moments clés qui permettront de fournir une rétroaction pertinente à l'élève, qui pourra alors se réajuster. Utiliser des échelles descriptives offrira une meilleure rétroaction que des notes chiffrées. Éviter de tout évaluer tout le temps permet à l'élève de se concentrer sur certaines dimensions de sa compétence. Il est en apprentissage, il ne peut tout maîtriser du premier coup. L'évaluation, dans ce cas, peut servir d'activité d'apprentissage. Enfin, évaluer une compétence ne demande pas de discriminer les étudiantes et les étudiants. Il est inutile de créer des activités évaluatives qui visent à départir les meilleurs. Tous et toutes peuvent réussir. Dans une perspective d'assurance de la qualité, l'évaluation des apprentissages est fondamentale et c'est probablement la dimension la plus importante de tous les mécanismes assurant la qualité. Les mécanismes assurant la qualité portent habituellement sur trois grandes composantes éducatives: l'établissement, les programmes et les diplômes. Ces trois composantes sont essentielles, j'en conviens. Mais que souhaite-t-on au fond quand on parle de qualité de la formation? Nous souhaitons que les élèves apprennent et que leurs diplômes témoignent de la qualité de leurs apprentissages. Et c'est dans la qualité des diplômes que cette dimension prend toute son importance. Nous pouvons tous imaginer une école fictive, bien gouvernée, dont les équipements sont à la fine pointe de la technologie, où les programmes sont bien alignés sur les besoins du marché de l'emploi, mais où les élèves n'apprennent rien ou très peu. Je ne donne pas cher de leur diplôme. Puisque la qualité du diplôme est assujettie à la qualité des apprentissages, l'acte évaluatif est probablement le plus important d'une démarche de qualité de l'éducation. Et cette dimension essentielle demande qu'on l'aborde de front, même si elle est beaucoup plus complexe à documenter. C'est pourquoi j'encourage les ministères et les établissements à se doter de politiques claires pour encadrer l'évaluation des apprentissages. Ces politiques pourraient justifier les principes essentiels de l'évaluation, comme la justice. Les élèves ont des droits et des devoirs au sujet de l'évaluation. Ils peuvent notamment avoir des recours s'ils ont l'impression d'un traitement injuste, et ces droits doivent être appliqués sans discrimination. Le principe d'équité aborde la justice à l'échelle des groupes. Peu importe qui évalue, les élèves devraient être soumis à des épreuves comparables en termes de complexité. Et les professeurs devraient se concerter pour utiliser des outils de mesure équivalents. Le principe de cohérence est quant à lui associé à la validité de l'évaluation, qui devrait être cohérente avec les objectifs d'apprentissage et les mesures pédagogiques. Si un cours est en approche par compétence, l'évaluation devrait alors l'être aussi. Le principe d'égalité fait en sorte que les élèves ont des chances égales pour démontrer leurs apprentissages. Les exigences doivent, par exemple, être les mêmes pour tous, ainsi que les outils de mesure. Enfin, tous les processus de sanction des études devraient profiter d'une indépendance pour assurer la qualité du diplôme. Seule l'évaluation des apprentissages devrait garantir l'émission d'un diplôme qui témoigne du fait que les compétences ont été développées avec succès et les seuils atteints. Au privé, par exemple, ce n'est pas parce que les parents paient qu'un diplôme devrait être émis. Así termina mi breve presentación. Gracias por su atención y espero sus preguntas con gran interés. No duden en contactarme si lo juzgan necesario.